Bonjour tout le monde. Alors, Olivier Gigoux, effectivement, de l'Université catholique de Louvain. Alors, je fais un doctorat là-bas, je suis assistant de recherche et d'enseignement à l'École des sciences du travail de l'UCL en Belgique. Donc, la présentation aujourd'hui que je vous apporte est pas la même qui est écrite dans le programme, hein, mais donc j'ai décidé de la faire en français parce que je voyais que le panel est essentiellement francophone. Et donc voilà, je me permets, comme je suis au Québec, de pouvoir valoriser ma langue française. Voilà. Et donc, ce que je vous présente, c'est une ethnographie que j'ai réalisée dans le cadre de mes travaux de thèse que je mène donc, à l'UCL. J'essaie en fait de m'intéresser, pour rester vraiment dans la thématique du colloque, à répondre en fait, à m'interroger du moins sur quel type de travail pour le futur et à la réponse qu'en donnent des acteurs autour du management. Je me suis intéressé particulièrement, notamment à cette proposition en fait de libérer l'entreprise, une libération d'entreprise qui est formulée par différents consultants en Europe francophone principalement. Globalement, je m'intéresse à cette diffusion-là, en fait, parce qu'il y a un intérêt qui semble grandissant pour les questions d'autogestion, de participation des travailleurs. Et c'est vers ça que, c'est ce qui a attiré mon regard. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que ces dispositifs contribuent ou non à démocratiser le lieu de travail, à apporter un peu plus de démocratie sur le lieu de travail, compris ici comme étant un déplacement du pouvoir vers les travailleurs à l'intérieur de l'organisation. Donc c'est la question pratique. Je ne mets pas beaucoup de temps sur le contexte parce que je vais aller directement dans le contenu. Je trouve que c'est plus intéressant, ça va nous permettre de discuter un peu plus. Voilà. Alors, j'ai mené un travail ethnographique sur un travail de terrain que j'ai mené dans la dernière année. J'ai donc commencé par faire quelques entretiens, quelques tours sur le terrain, des observations de terrain pour voir un peu. J'ai suivi les processus de recrutement donc pour essayer de voir les dispositifs de gestion, qu'est-ce qui était pratiqué plus particulièrement. Donc j'étais dans un magasin Decathlon. J'ai travaillé j'ai été inséré sur le terrain, j'ai travaillé comme vendeur, donc comme vous pouvez voir. J'ai travaillé pendant environ 4 mois à raison d'un mi-temps par semaine pour insérer dans une équipe en particulier. Ici, vous me voyez au centre du rayon où j'étais, qui était le rayon danse, gymnastique fitness, etc. Et donc, avec une chouette équipe, c'est très intéressant. Et ça m'a amené à pouvoir réaliser des entretiens en profondeur à la fin du parcours avec les participants, avec les gens avec qui j'ai pu travailler. C'était un travail à découvert. Donc en fait, les participants savaient que j'étais un chercheur, les gens dans le magasin savaient que j'étais un chercheur. C'était tout à fait intéressant parce qu'en tant que Québécois aussi, se retrouver en Belgique dans un magasin, on passe pas non plus inaperçu comme chercheur. Donc c'est très intéressant l'accueil que j'ai pu avoir. Donc, le cas est donc celui d'une filiale belge, de la filiale belge de Decathlon, et plus particulièrement du magasin de Lippe-sur-Meuse, qui n'est pas une vraie ville pour les Belges, vous le savez. Decathlon, qu'est-ce que c'est? C'est une multinationale, c'est une compagnie multinationale qui est spécialisée dans la production et la vente d'équipements de sport à bas prix. Donc c'est vraiment dans une perspective très fordiste de faire du volume pour être capable d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Voilà, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et c'est une compagnie familiale, donc le capital est propriété d'une grande famille bien connue en France, qui est la famille Mullier, qui est une des plus grandes fortunes de France. Voilà. Et là-dessus, il y a une partie du capital qui est dans un dispositif d'actionnariat salarié, où les travailleurs possèdent via leur fonds 10% des actions de Decathlon. Mais pour lesquels ils n'ont pas nécessairement un pouvoir politique particulier sur les décisions, etc. Donc les éléments clés, qu'est-ce qui se passe en Belgique? On a deux vice-présidents, vice-président des ressources humaines, vice-président vente, qui décident en fait qu'ils en ont assez de prendre des décisions pour les autres. Voilà. Ils ne veulent plus prendre les décisions, ils ne veulent plus être ceux sur lesquels le pouvoir, les décisions vont reposer. Ils se disent, nous, c'est nul notre poste, on veut faire autre chose. Et donc, ils partent dans une espèce de voyage initiatique à suivre une série de séminaires de développement personnel dans lequel ils apprennent différentes techniques, ils travaillent sur leur ego, des machins comme ça. Donc, ils vont dans
la méditation, hein, donc vraiment tout un truc assez New Age aussi. Et donc ils reviennent avec cette idée-là de libération d'entreprise, ils décident de le lancer. Et ça, c'est sans nécessairement avoir un accord clair hein, de leur direction générale en Belgique, d'accord? Mais avec une espèce de laisser-faire, avec des changements à la tête de Decathlon International qui finalement considèrent que c'est correct, ils peuvent expérimenter. Ouais, donc c'est un peu... C'est pas très clair en fait le contexte dans lequel ça s'organise, mais ils décident de lancer la chose en faisant un grand Liberation Day. Donc ils s'inscrivent dans l'idée de libération d'entreprise, qui est essentiellement un discours hein, qui valorise... c'est un discours qui est principalement anti-taylorien. Donc, en gros, contre la division du travail, la division conception, exécution du travail. Pour une valorisation du travail, les personnes sont les mieux à même de comprendre qu'est-ce qu'ils font sur leur tâche. Donc, il y a vraiment un discours à l'intérieur de la libération qui est celui qui se pose comme étant une critique. Ça entre essentiellement dans la filiation du courant des relations humaines, donc en une critique psychologique du travail, puis de l'organisation du travail, compris comme étant ne permettant pas aux travailleurs de s'épanouir correctement et d'exercer leurs besoins psychologiques fondamentaux, celui d'autoréalisation à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il y a une très forte décentralisation. Donc, à cette libération, ce Liberation Day, il lance l'idée, donc, pour les RH, d'une décentralisation du processus de recrutement. Donc, ce ne sera plus le quartier général à Bruxelles qui va prendre les décisions, ça va être les magasins qui vont prendre les décisions, voire les équipes de travail qui vont prendre les décisions, et donc, en fait, les départements, les rayons, si vous voulez, chez Decathlon, où les décisions de recrutement vont être prises, où il va y avoir, où les équipes vont être invitées à faire des recrutements collaboratifs, c'est-à-dire où, en fait, on invite les travailleurs à participer au comité de recrutement, et où ils vont recruter à la fois leurs collègues, mais aussi leurs patrons, directeurs de magasins, etc. Et ils vont ensuite insérer une série de formations, l'idée étant d'amener, donc de créer des séminaires de management alternatif pour amener en fait les gens qui occupent des fonctions d'encadrement chez Decathlon à changer leur pratique, changer leur attitude, leur façon de concevoir leur rôle, de devenir davantage des coachs. Hein, puis c'est des formations axées sur l'authenticité, se connaître soi-même, etc. Voilà. C'est quand même, faut voir un peu l'idée dans laquelle ça se passe aussi. Au niveau de la vente, ils vont laisser donc une très grande liberté d'initiative en disant, voilà, vous avez une série d'idées que vous avez envie de réaliser, vous savez comment améliorer notre service, comment améliorer l'entreprise, faites-le. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous laisse la possibilité de le faire, on va vous protéger. D'accord? Et donc, ça a amené, en fait, chez Decathlon en Belgique, une transformation donc, très fortement culturelle, hein, sans nécessairement amener une transformation des structures. Ils n'ont pas dit, OK, on supprime 3 niveaux de hiérarchie. Ils ont dit, on va changer les personnes, on va mettre tout ce type de séminaire-là en place, et quand les gens seront prêts, ils changeront les structures, hein, pour que la structure réponde aux êtres humains et pas que la structure induise les comportements. Donc, une perspective un peu ergonomique. Et donc, ça a amené des transformations. Donc, moi, ça m'a amené dans un des magasins qui est à Libre-sur-Meuse, ville fictive, je le rappelle, où le management local a décidé de faire des changements particuliers qui lui étaient propres et qui ne sont pas propres à d'autres magasins en Belgique. Donc, c'est un cas particulier, si vous voulez, dans les Decathlon. 2 catégories de changements qui ont été particuliers, des changements symboliques, donc fin de privilèges managériaux. Donc, c'est l'idée que du jour au lendemain, les patrons, les gens qui occupaient des positions de management allaient devenir des gens comme les autres. Et donc, c'est l'idée, par exemple, que le patron de magasin, on lui serre pas la main, on lui donne la bise, on lui fait la bise comme tout le monde. Parce qu'en Belgique, on se fait la bise, voilà. Donc maintenant, le directeur de magasin, il n'est pas plus sacré que quelqu'un d'autre. On se salue comme tout le monde, voilà. Pour l'exemple. Hein. Il y a aussi des changements dans les pratiques managériales. Donc, une des pratiques qui change au niveau des niveaux, si vous voulez, d'encadrement du travail, c'est davantage de collégialité et de décentralisation du pouvoir. Donc, il y a l'idée qu'on renvoie vers davantage les rayons pour que les rayons prennent davantage de décisions, faire des propositions budgétaires sur la façon d'organiser le travail, le nombre d'heures qu'ils vont vouloir utiliser pendant l'année, etc. Mais il y a aussi l'idée d'une forme d'abstention. On demande aux managers, puis les managers commencent en fait s'abstiennent de prendre des décisions. Donc ils sont dans des positions de pouvoir, donc de jurés, hein, ils sont encore, si vous voulez, ils occupent encore une position de management, mais ils vont s'abstenir de prendre des décisions. Ce qui ramène en fait la décision ou la prise de décision vers les travailleurs. En disant, voilà, maintenant, nous on ne prendra pas la décision pour vous.
qu'est-ce que vous pensez être la bonne décision? Et donc ça renvoie, en fait, c'est de renvoyer aux travailleurs la prise de décision, la réflexion sur ça, et donc en quelque sorte la responsabilité épistémique d'avoir à aller chercher les bonnes réponses aux questions. Quelques résultats donc descriptifs avec lesquels je veux revenir vers vous. Donc ce que moi j'ai pu remarquer, c'était qu'il y avait en fait une liberté d'initiative qui était limitée, donc ce que j'ai pu constater sur le terrain avec les entretiens aussi. C'est-à-dire, il y avait une première dimension de ça, c'était une incapacité à ne pas outrepasser son rôle, donc à trouver en fait la place, parce qu'en fait les périmètres existent toujours. C'est l'idée qu'on est quand même, on travaille sur un rayon, et dès que je veux prendre une initiative qui concerne le magasin, en fait je dépasse un rayon, je dépasse un rayon d'action, c'est un périmètre d'action qui n'est pas le mien, et en fait pour lequel, mais encore en ce moment par exemple, en fonction de la structure salariale, ne correspond pas non plus à la production de valeur par exemple que je pourrais apporter au magasin. Hein? Et donc, on a quelqu'un ici qui nous dit justement, voilà, j'ai l'impression d'usurper mon rôle, d'être en fait au-delà, puis au bout de ça, que en fait, voilà, je fais pas le même salaire que le directeur de magasin, c'est pas normal que ce soit moi qui prenne des décisions aussi importantes que ça. Deuxième point étant aussi, pour les travailleurs eux-mêmes, une espèce d'incapacité à prendre cette liberté-là, de par un manque de compétences qu'eux-mêmes vivent. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'au bout du compte, ils ont envie de prendre des décisions, ils ont envie de participer, mais au fond, ils sentent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Hein. Donc c'est un peu un enjeu en termes de capacité qu'on pourrait analyser, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté de faire quelque chose, mais il manque en fait ces compétences-là pour être capables de vraiment être capable de mettre en place, par exemple, une politique commerciale, faire des démarches de marketing. Et donc, pour des gens, par exemple, qui sont infra-qualifiés et qui avaient été engagés comme vendeurs, il manque ça, en fait. Et ça crée, en fait, cette espèce de, disons, confusion-là et qui les amène parfois même à demander davantage de cadre. C'est-à-dire, en gros, ils refusent cette liberté-là en disant « Non, mais moi, prenez les décisions, quoi. Hein, je ne sais pas comment faire ça. Voilà. » Donc, ça, c'est un des problèmes, disons, que j'ai pu constater. Par contre, un élément que j'ai trouvé intéressant, c'est une forme de potentiel à remettre en cause publiquement l'organisation du travail, donc qui existe toujours. Un premier point, c'est notamment le fait que pour certains travailleurs, c'était la capacité de remettre en cause en utilisant la catégorie même de libération d'entreprise en disant, quand le manager lui disait « mais tiens, fais pas ça de telle manière » ou « ajoute telle pancarte parce que la chaîne nous dit qu'il faut présenter le rayon de telle manière » en disant « écoute, on est dans une entreprise libérée aussi ou pas. Donc je peux prendre les décisions, j'ai ma liberté d'initiative, si j'aime pas la façon dont la chaîne veut qu'on présente les choses, je peux changer les choses. » D'accord? Donc en fait, une idée de mise en cohérence. Donc ils sont capables de récupérer disons, ces catégories-là pour en faire quelque chose pour se protéger, disons, à travers ça. Une autre chose qui est intéressante, c'est une forme de contrôle inversé, c'est-à-dire que les travailleurs qui, en fait, nomment en quelque sorte aussi leur responsable de rayon, ben, deviennent aussi dans l'attente, hein, ils attendent de leur manager d'être performant, d'être efficace, puis de, par exemple, bien faire son travail, ou de s'il fait son travail en étant, par exemple, au bureau en train de remplir des chiffres, mais qu'il soit actif, quoi. Donc, il y a des attentes vraiment qui sont amenées, si vous voulez, qui est un peu l'inverse, mais c'est intéressant, je pourrais développer un peu là-dessus si vous me posez la question. Mais c'était vraiment, pour beaucoup de managers, de sentir qu'ils étaient dans la justification, dans le devoir de justifier, en fait, par rapport à leurs actions auprès de leurs travailleurs. Donc, c'est une espèce de retournement du contrôle. Une chose qui est intéressante, c'est aussi par rapport à l'imaginaire politique, puisque je donne une incapacité à sortir de la gestion, de la gestion. Là, c'est en réflexion, donc je l'apporte avec vous aussi pour discuter ici. Ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que sur le terrain, en fait, pour eux, enlever la hiérarchie, ça voulait dire, en fait, enlever les attributs du pouvoir. Hein? Mais donc ça voulait dire, par exemple, enlever les conventions de déférence, comme je disais tout à l'heure, faire la bise à son patron, sentir qu'on peut aller le voir directement pour lui parler, c'est changer les choses. Et donc pour eux, c'était l'impression, en gros, de ne plus avoir de hiérarchie. Souvent, c'est comme ça qu'ils vont dire, ouais, au fond, maintenant, il n'y a plus de hiérarchie. Mais elle est toujours là, dans les faits. Il y a encore des gens qui sont en position de coordination, encore des gens qui occupent ce rôle-là, et ça joue encore, en fait, un rôle. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où les travailleurs se font quand même renvoyer vers eux, vers leurs responsabilités, les premières personnes vers qui ils se retournent sont aussi en fait les anciens
managers, les anciens responsables de rayon. Pourquoi? Mais parce qu'ils détiennent en fait une connaissance technique sur le type de travail qui se fait en fait. C'est une entreprise dans laquelle on vend des choses. Et pour vendre, il faut être un vendeur. Et les seules personnes qui ont en fait cette identité de métier-là sont en fait les ingénieurs de gestion, les gens formés dans les écoles de commerce qu'on a engagés pour être des responsables de rayon. Et donc en fait, on relégitime d'une certaine manière disons, la technocratie ou la bureaucratie qui pourtant est combattue dans le discours sur l'entreprise libérée. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, puis moi j'en parle en termes d'imaginaire politique, mais c'est cette citation de Simone Weil qui m'apparaissait intéressante. C'était l'idée qu'en fait, les hommes et les femmes sont là pour aider les machines à sortir tous les jours le plus grand nombre possible de produits bien faits et bon marché. Mais d'un autre côté, j'ai féminisé. Ils et elles ont des besoins et des aspirations à satisfaire qui ne coïncident pas nécessairement avec la nécessité de la production. Si demain on chasse les patrons, si on collectivise les usines, cela ne changera en rien ce problème fondamental. Nous saurions quoi en faire, nous serions forcés de les organiser comme elles le sont actuellement, après un temps de flottement plus ou moins long. Alors c'est un peu ça pour moi qui me semble capturer une certaine essence de ce qui se joue, c'est-à-dire on vous donne cette espèce de liberté de faire quelque chose et en fait on n'arrive pas à faire quelque chose de différent parce qu'au fond c'est la seule chose qu'on sait faire, c'est organiser le travail comme il était déjà organisé. Et donc c'est cette dimension d'imaginaire politique qui fait que on reste, pardon Philippe, je termine, qui fait qu'on reste en fait dans la gestion et on ne pense pas par exemple au gouvernement en fait de cette entreprise-là. Et donc on reste en fait pris dans la gestion, hein, à reproduire la gestion et non pas à penser à un outillage, un appareillage en termes de gouvernement d'entreprise. Voilà, ce serait... Voilà, je laisse à la discussion. Merci beaucoup.